Bonsoir tout le monde, merci d'être présent. Je me présente, je m'appelle Achille Karangois, je suis journaliste au Courrier, un quotidien roman dont je travaille pour la rubrique vaudoise et j'aurai le plaisir d'animer cette soirée. Vous êtes en public en présentiel, nous avons aussi un public en ligne qui nous suit pour cette soirée et je les accueille également. Cette soirée sera consacrée, donc, comme vous le savez, à la thématique du rôle de la planification territoriale dans la vitalité des centres-villes. Cette question nous concerne toutes et tous, parce qu'elle touche à la fois la manière dont nous habiterons nos villes, dont nous y déplaçons, mais également la manière dont nous y consommons et nous y vivons ensemble. Un centre-ville vivant, ce n'est pas seulement un lieu de commerce, c'est aussi un lieu de service, de rencontre, d'identité, de passage, et parfois même un critère, un indicateur de la vitalité d'une ville tout entière. Dans ce contexte, la question n'est plus seulement de savoir comment embellir ou animer cette ville dans un sens étroit, mais également lui redonner des usages, des flux, des raisons d'être et d'y venir, d'y passer au quotidien. C'est précisément ce fil rouge qui va nous animer durant cette soirée. Et pour éclairer ces enjeux, nous avons le grand plaisir d'accueillir trois spécialistes qui feront tour à tour une présentation de ces enjeux avec leur angle respectif. Nous entendrons tout d'abord M. Pierrick Mer, professeur à l'Institut d'ingénierie du territoire de la HEIG Vaud, dont les travaux portent notamment sur les liens entre économie et territoire. Son intervention posera le cadre général de la soirée et voilà, posera le fil rouge plus en détail. Nous accueillerons ensuite Madame Sylvia Esteves, City Manager au service économie et énergie de la ville de Sion. Son apport sera celui d'une politique publique déjà engagée sur le terrain. Elle présentera la manière dont une collectivité tente de répondre à ces différents défis, notamment pour les commerçants du centre-ville de Sion. Enfin, nous entendrons M. José González, directeur de BRICS SA, société genevoise active dans le développement et le pilotage de projets immobiliers innovants et novateurs. Il apportera le point de vue du développement urbain à partir d'un cas très concret, le relief. À eux trois, ils nous permettront d'aborder cette question, cette thématique à trois échelles différentes, autant le diagnostic que l'action publique déjà en cours, mais également la conception d'un quartier pensé en amont et continuellement pour vraiment la qualité de vie et la vitalité. Avant d'écouter leurs interventions, puis ensuite d'ouvrir une discussion avec vous, public ici et en ligne, nous avons également le plaisir d'entendre M. Julien Wössner, des services ici même de la ville d'Yverdon, pour quelques mots introductifs avant de passer à la présentation de M. Pierrick Mer. Je vous remercie et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. On est très heureux de vous accueillir ce soir, ceux qui sont en présentiel et aussi ceux qui sont en ligne. On va aborder un thème qui intéresse beaucoup de villes en Suisse romande et aussi au-delà, qui est celui de la vitalité du centre-ville, comme l'a expliqué mon collègue. Ce thème, on va l'aborder sous un angle un peu particulier, qui est celui de la planification territoriale. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de planification, en termes de gestion de ce qui est déjà existant, comment on peut fixer des règles pour augmenter cette vitalité des centres-villes. Et puis on va aussi se poser la question de cette planification territoriale pour tous les nouveaux morceaux de villes qui sont aujourd'hui en planification. Et ça intéresse particulièrement Yverdon, puisqu'on a une dizaine de plans de quartier qui sont en planification à différents stades d'avancement actuellement. Ce thème, on va l'aborder, comme l'a dit mon collègue, d'abord par une partie un peu plus théorique qui pose les concepts, les enjeux de la thématique, puis ensuite par deux témoignages d'expériences pratiques dans des villes avec des collègues qui vont nous partager leurs expériences pratiques. C'est un format qu'on essaie d'avoir dans toutes nos conférences. D'ailleurs, si ça vous intéresse, elles sont toutes en ligne sur le site de la ville, donc n'hésitez pas, s'il y a des sujets qui vous intéressent, à aller les voir sur le site.
Voilà, j'aimerais terminer en remerciant les personnes qui permettent à ce site d'exister. Déjà la HEI-GVD, avec qui on est partenaire pour l'organisation, le choix des thèmes, des conférenciers et la diffusion d'informations. Mais également Madame Gruet, qui organise toutes ces conférences au niveau logistique. Donc merci beaucoup. Monsieur Rivet, qui assure l'enregistrement vidéo et la retransmission sur le site de la ville. Et puis Monsieur Karangwa, qui va animer la soirée ce soir. Voilà, merci beaucoup et bonne conférence. Monsieur Pierrick Bert, c'est à vous. Bonsoir, merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence et pour m'accueillir sur ce sujet qui est effectivement un sujet assez, qui est assez prenant pour plusieurs villes en Suisse romande, où on voit effectivement que la vitalité des villes est un enjeu pour beaucoup d'autorités communales. Je vais aborder ces questions un peu sur les questions des freins à cette vitalité, à les questions des actions qu'on peut mettre en place pour renforcer cette vitalité, notamment aussi des acteurs, et comment les acteurs peuvent agir pour essayer de renforcer cette vitalité. Ben, avant de commencer, on va juste faire un petit point sur pourquoi animer les centres-villes. Chacun a des intérêts un peu différents, hein, que ce soit les commerçants, les autorités ou les propriétaires. Mais on voit plusieurs choses qui sont importantes. Il y a renforcer le lien social et le sentiment d'appartenance à une communauté. C'est vrai que si vous êtes Yverdonnois par exemple, le fait d'appartenir à cette communauté, c'est quelque chose d'important. Donc vous y vivez, vous croisez des gens. Et voilà, c'est en but justement de renforcer cette identité, ce lien social. Développer l'attractivité économique, il ne faut pas se mentir, hein, aussi, autant pour les commerçants que pour les propriétaires, que pour la commune. Avoir des commerces qui marchent, c'est intéressant économiquement. Et fournir aussi des services aux habitants et aux employés. Effectivement, tous les gens qui habitent ou qui travaillent à Yverdon ont envie de pouvoir aller chez le coiffeur, de pouvoir acheter du pain ou autre. Et donc, du coup, c'est important de leur fournir ces services pour que la ville soit attractive de manière générale. Et aussi, ça participe à l'image et à l'identité, à l'attractivité dans le lieu. Et effectivement, il y a certainement, vous avez déjà voyagé en Suisse ou ailleurs, et vous avez des images de centre-ville vivants ou avec certaines caractéristiques qui vous donnent envie d'y aller ou même d'y vivre. Alors on va voir un peu les freins à cette vitalité des centres-villes. Vous verrez que le sujet finalement il n'est pas nouveau, hein. Ça fait longtemps que les villes ont ces questions qui viennent. Notamment depuis les années 70, c'est un peu la première concurrence qu'il y a eu au centre-ville avec justement la création des zones commerciales en périphérie avec les grandes surfaces qui ont justement été en concurrent déjà au commerce du centre. Et on voit qu'il y a eu déjà un certain nombre d'actions et de choses qui ont été mises en place depuis ces années-là. Cette concurrence a été encore accrue dans les années 2000 où les CFF ont perçu le potentiel qu'ils avaient dans leur gare pour les développer en zone commerciale. Hein. Si vous pensez à... Alors peut-être à Yverdon, il y a quelques commerces, c'est encore pas énorme, mais si vous regardez commencer à Berne, à Zurich, à Bâle, et effectivement, ou à Genève, il y a beaucoup de commerces dans les centres. Et les gens, ils passent, ils arrivent du travail, ils passent, ils achètent ce dont ils ont besoin, et ils vont pas au centre. Et donc du coup, ça fait pas de gens qui vont faire marcher les commerces du centre ou faire vivre ces centres. Et le dernier concurrent, qui est le commerce en ligne, qui s'est développé depuis maintenant quelques années, et qui se développe de plus en plus fort. Et là, on peut se poser la question si jusqu'à maintenant, effectivement, il y avait un peu ces questions de vitalité de les centres-villes. Les villes avaient trouvé des réponses jusqu'à aujourd'hui, et maintenant, avec ce fort développement du commerce en ligne, on peut se demander justement quelles sont les réponses à amener ou comment. Enfin voilà, en tout cas, les réponses du passé ne sont peut-être plus suffisantes. On peut se demander si ce n'est pas justement le concurrent de trop le commerce en ligne pour la vitalité des centres-villes. Alors on va regarder un peu comment ça s'est développé. On voit que le chiffre d'affaires du commerce en ligne, il a cru de 8 milliards en 8 ans. C'est énorme. Tout ce que les gens dépensent en ligne, ils ne le dépensent plus dans les commerces. On voit que ça représente 12,5% du chiffre d'affaires total et 20% du non-food. Donc toutes les boutiques qui sont dans le non-food, elles ont un gros concurrent qui a été créé ces dernières années. Et on va le voir ce que ça veut dire sur le terrain. Sur le terrain, ça veut dire que, là j'ai les chiffres sur les magasins de vêtements et de chaussures. Entre 2011 et 2019, il y a un magasin sur 5 de vêtements et de chaussures qui ont été fermés en Suisse. Il y a 8250 emplois perdus. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est toutes des surfaces qui, dans tous les centres-villes, disparaissent. Alors, peut-être elles peuvent être remplacées, je ne sais pas, par d'autres commerces, mais en tout cas, sur ce côté-là, c'est des surfaces commerciales. Il ne faut pas vous étonner si justement on voit des surfaces qui ferment, notamment dans ces segments-là.
Il y a aussi d'autres changements sociétaux qui sont apparus, soit avec le temps, ou soit des fois depuis par exemple le Covid qui a été un peu accéléré. Développement du télétravail. Les personnes qui venaient travailler au centre viennent moins souvent au centre. Si elles viennent moins souvent au centre, elles consomment moins, que ce soit à manger pour midi ou vite faire une course avant de rentrer chez soi. Il y a une diversification des loisirs aussi. Avant, on avait beaucoup de loisirs qui étaient concentrés aux mêmes endroits. Maintenant, les loisirs, ils se développent aussi en périphérie, de les zones d'activité et autres. Et donc, du coup, ça fait de la concurrence au centre-ville. Et donc, ça fait moins de personnes au centre-ville. Augmentation des livraisons de repas. Là, c'est pareil. Les gens qui venaient soit directement au restaurant ou qui venaient chercher quelque chose à manger pour chez eux, consommaient peut-être encore vite autre chose sur le passage. Là, ils se font livrer chez eux, il n'y a que leur repas qui arrive à la porte. Multiplication des centralités, ça c'est une vraie question d'aménagement du territoire, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la ville du quart d'heure ou de faire vivre les quartiers, et donc du coup on veut créer des autres centralités, mais toutes ces centralités, comme les centralités liées aux zones d'activité en périphérie, sont des concurrents aux zones d'activité au centre des villes. Et enfin, on a aussi observé avec le temps une concentration de ce que j'appelle la nightlife. Dans les années 80, 90, vous aviez une nightlife à Yverdon, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, un peu partout. Et si vous observez bien maintenant, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais il y a eu une grosse concentration, notamment à Lausanne et notamment dans le quartier du Flon, où la plupart des jeunes d'aujourd'hui sortent, et donc pendant qu'ils sont là-bas, ils ne sont plus à Yverdon ou à Neuchâtel ou à Sion ou ailleurs. Donc tout ça, ça fait qu'il y a une diminution des fréquentations des centres-villes. Et s'il y a une diminution de la fréquentation des centres-villes, il y a fatalement une diminution des chiffres d'affaires, des commerces, et donc de la vitalité du centre-ville. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a un certain nombre d'actions. Je vous dis, il n'y a rien de neuf. Depuis les années 70, on lutte contre les grands centres commerciaux en périphérie, contre également la concurrence des gares. Donc on a observé déjà un certain nombre d'actions qui fonctionnent. Donc on va passer un peu à travers ces différentes actions. Et puis il y a certaines choses où on va essayer d'amener peut-être un petit peu d'innovation, de nouvelles réflexions pour lutter justement contre cette concurrence d'Internet. D'abord, là je pense que c'est quelque chose d'important pour peut-être les urbanistes ou les aménagistes qui réfléchissent à ça, mais vraiment développer une stratégie de l'offre, des réactiver, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on parle de offre et de demande. Offre et demande de surface de commerce. Si on a une offre qui est diffuse, si on a trop de surface, une trop grande offre par rapport à la demande, on a fatalement des vitrines fermées. Et donc du coup, jusqu'à maintenant, on n'a peut-être pas assez réfléchi dans la conception de nos villes sur où est-ce qu'on voulait mettre nos commerces. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, voilà, on a un nouveau quartier, il faut le faire vivre, il faut y mettre des commerces. Mais il faut peut-être aussi réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur le centre-ville. Donc il faut déjà évaluer le besoin global de surface commerciale sur une commune. Il faut ensuite arbitrer l'intérêt de l'animation des centres-villes secondaires et du centre secondaire et du centre-ville. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la ville du quart d'heure. Aujourd'hui, on prend les exemples de Paris, Barcelone. Quand on a des communes plus petites, est-ce que la théorie du quart d'heure a encore lieu ou pas ? En tout cas, il faut se poser la question. Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais en tout cas, il faut se poser la question. Et puis à la fin, il faut justement planifier les raies commerciaux en fonction de l'équilibre offre-demande et de la stratégie de localisation qu'on a définie. On pourrait imaginer de ne plus avoir de centre-ville, puis que des petits centres. Mais c'est un choix. Il faut faire un choix. On ne peut pas multiplier l'offre sur tout le territoire. Ça, c'est des éléments qu'on connaît déjà un peu plus, donc offrir un espace public convivial. L'idée, c'est de donner envie et de passer du temps en centre-ville. Vous allez voir, je vais répéter un hiatus pendant ces prochains 4 ou 5 slides, c'est de faire venir les gens en ville et de les faire rester. Plus vous avez de gens en ville, plus ils y restent, plus il y a des chances qu'ils consomment. Et ça, c'est rien de neuf. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait tout au long de ces dernières années. Justement, on va donner envie de faire venir avec un espace public convivial. Des espaces où les gens peuvent jouer, où ils peuvent s'asseoir, où ils peuvent rester. Je vous ai montré ici, il y a un coin là, à gauche, l'image de gauche, ça vous donne pas très envie de rester. Donc là, c'est pas sûr que vous consommiez, mais si vous restez longtemps, là, vous allez peut-être boire un café, aller chercher des fruits ou une pizza pour rester plus longtemps et discuter avec vos amis. Si vos enfants jouent et qu'ils sont tranquilles, vous êtes tranquille aussi. Donc vous pouvez aussi consommer. Animer les centres-villes, ça c'est pas nouveau aussi. Justement, créer des animations, des festivals, créer un marché, toutes les choses qui peuvent faire venir les gens de la ville, de la périphérie, mais même d'ailleurs. Si vous imaginez un festival
qu'il y ait une reconnaissance régionale, il y a des gens de toute la région qui vont venir. Et pendant qu'ils seront là, tout d'un coup, ils vont consommer une glace, ou ils vont voir quelque chose dans une vitrine et acheter quelque chose. Et donc c'est hyper important. Et ça, c'est des choses qui se font effectivement depuis un certain temps et qui marchent bien, qui sont reconnues. D'ailleurs, vous voyez ici, vous avez une place Pestalozzi vide, aucun consommateur potentiel. Et sinon, là, vous avez 2 manifestations, le Castrum ou le marché de Noël. Et là, vous avez des potentiels consommateurs et des gens qui vous font vivre votre centre-ville. Activer les façades, donc c'est donner justement des façades qui sont attractives, qui donnent envie de continuer à marcher dans la rue, qui donnent envie de rentrer dans le magasin. Là, je vais donner de nouveau des exemples. Vous avez des façades ici à Yverdon qui vous donnent envie de continuer de marcher, de rentrer dans le magasin. Et après, un exemple à Paris, pourtant qui est assez connu, les Halles. Si vous regardez la façade, ouais. Moi, ça ne me fait pas très envie de rentrer dans ce centre commercial. Et du coup, si les gens ne rentrent pas, ils ne consomment pas. Travailler les intersections, ça aussi c'est connu, c'est l'idée de faire continuer les gens à... Voilà, quand ils arrivent à une intersection, ils peuvent soit partir du centre-ville ou soit continuer leur visite. Et là c'est pareil, vous prenez 2 exemples d'intersections qui vous donnent envie de continuer, et une, c'est pratiquement... voilà, vous n'avez même pas envie d'aller à cette boulangerie-pâtisserie parce qu'il n'y a rien qui fait envie sur cette image. Créer des pôles d'attraction, ça aussi c'est des choses qui vont faire venir les gens dans les centres parce qu'ils veulent aller voir quelque chose ou même avoir un côté un peu de délassement. On a ici différents exemples, donc il y a à gauche un mélange entre une statue d'art et un jeu pour enfants. Au milieu, c'est l'exemple assez connu de Bordeaux, avec cette fameuse fontaine où les gens viennent justement, que ce soit les habitants ou les touristes, soit le voir, soit se rafraîchir. Ou l'exemple à droite, c'est Chicago avec une sculpture monumentale. Alors je sais qu'à Yverdon, il y a la sculpture de M. Pestalozzi, mais peut-être pas encore, elle attire peut-être pas autant de gens que celle qu'on voit ici. Et tout ça, si les gens viennent, voilà, c'est des occasions de faire vivre, d'attirer les gens et de faire vivre ces centres. Ensuite, il faut proposer une offre commerciale de qualité. C'est clair qu'aujourd'hui, les commerçants, ils ne peuvent plus régater contre Internet sur la profondeur de l'assortiment qu'ils proposent. C'est impossible. Et donc du coup, il faut se différencier avec d'autres éléments. On voit ici un sondage qui a été fait par Wüste Partner, où justement les gens ils cherchent à vouloir toucher, tester, essayer. Et donc si vous pouvez amener cette expérience, ce conseil, une offre qualitative, c'est-à-dire que c'est vous qui faites la sélection, parce que je ne sais pas si quand vous allez faire des recherches sur Zalando, au bout de 10 minutes, moi ça m'épuise, j'en ai marre. Et si vous avez quelqu'un qui vous a fait une bonne sélection en amont, qui vous propose des choses qui sont intéressantes, vous aurez envie d'aller dans cette boutique. Et donc du coup, là aussi, il y a une offre commerciale qui va participer à l'attractivité du centre-ville. Enfin, on peut diversifier l'offre et les fonctionnalités du centre. Je vous l'ai dit avant, il y a pas mal d'activités qui sont parties en périphérie, notamment des activités de loisirs, de sport. Typiquement, si vous prenez en centre-ville à Lausanne, par exemple, pour faire du yoga, de trouver des locaux pas chers en centre-ville de Lausanne pour faire du yoga, c'est relativement compliqué. Alors il y a beaucoup d'offres qui se retrouvent justement en périphérie où les loyers sont moins chers. Mais tous les gens qui viennent faire du yoga, qui viennent faire de la grimpe, qui viennent faire une répétition de musique, pendant qu'ils sont en centre-ville, quand ils repartent, ils peuvent voir une vitrine, acheter un bout de pain, acheter une boisson, acheter leur repas du soir. Et donc du coup, plus vous faites venir de gens, c'est ce que je dis depuis le début, augmenter la fréquentation et le temps passé au centre, augmente la vitalité et le potentiel d'actes commerciaux. Les acteurs du centre-ville, il y en a 3 principaux. C'est qui peut agir pour soutenir cette vitalité? Il y a principalement les commerçants, les propriétaires et les autorités communales. J'ai repris toutes les différentes actions qu'on pouvait faire avant et on voit qu'il n'y a aucun acteur qui a toutes les clés en main. En fait, chacun des acteurs peut être actif sur différents points, plus différentes actions. Des fois, tous les acteurs peuvent collaborer sur une action. Certaines fois, c'est un acteur qui a les clés. Et donc, du coup, on voit... Mais le problème qu'on a ici, c'est que chacun a un objectif différent. Les propriétaires, ils veulent optimiser la valeur de leur bien immobilier à travers les revenus, donc les loyers, ou la valeur du bien, c'est-à-dire les revenus potentiels. Et typiquement, pour un propriétaire, si il a une vitrine qui est vide pendant quelques mois, il ne va pas baisser le prix de sa surface commerciale. Parce que d'une part, s'il la reloue moins cher, c'est du revenu perdu potentiel pendant des années, et aussi ça diminue la valeur foncière de son bien. Donc, un propriétaire, de manière individuelle, il aura intérêt
à garder cette zone vide pendant un moment. Les commerçants, eux, ils ont intérêt à avoir une fréquentation haute, justement, pour faire des ventes, mais ils ne maîtrisent pas tous les autres éléments. Et les autorités communales, elles ont aussi cet objectif d'avoir une ville vivante, avec un centre où, justement, je ne sais pas si vous pensez à Soleure, par exemple, bah, ça vous fait tout de suite envie. Il y a plein de boutiques, il y a des bistrots, il y a une bord de rivière, et c'est vivant. Et tout le monde aimerait avoir un centre-ville comme ça. Donc on voit que tout le monde a des objectifs différents, mais un seul objectif commun qui est d'augmenter la fréquentation et le temps passé en centre-ville. Et je pense que c'est un des points clés du futur. C'est-à-dire que, d'une part, il va falloir, pour les autorités communales, travailler sur l'offre de surface commerciale, donc planifier l'offre de surface entre le centre et les périphéries. Et ça, bah voilà, ça c'est la ville qui doit gérer. Mais pour tout ce qui est diversifier l'offre et les fonctions, il y a un vrai travail commun entre les propriétaires, les commerçants et les autorités communales à faire. Et toutes de collaborer pour viser justement une augmentation de la fréquentation et du temps passé en centre-ville. Est-ce que, là je fais une petite image avec l'intelligence artificielle, on voit en espèce de Godzilla en carton qui représente justement la concurrence de tous ces différents portails commerciaux internet qui attaquent un peu un centre qui ressemble un peu à Yverdon avec des commerçants qui se défendent. Effectivement, on est dans une situation où maintenant on lutte même plus contre les centres de périphérie, mais contre des acteurs énormes, puissants et qui ont des armes pour justement faire consommer de plus en plus via ces réseaux-là. Et donc du coup, c'est important de trouver des méthodes pour lutter. Et d'après vous, est-ce que quelqu'un a une idée d'une partie dans centre-ville roman qui résiste bien, encore au jour d'aujourd'hui, à cette nouvelle concurrence ? Pas forcément. Je l'ai cité avant, c'est le Flon. Le Flon, je ne sais pas s'ils ont de la vacance en ce moment, mais en tout cas, de manière générale, ils ont assez peu de vacances, et quand ils ont une vacance, ils réfléchissent pourquoi ils agissent. Pourquoi ils peuvent le faire ? C'est un seul acteur qui gère l'espace public, qui gère comment est-ce qu'on active les façades, qui gère le travail des intersections, qui diversifie l'offre et les fonctionnalités. Typiquement, ils vont jouer sur leur loyer. Il y aura des loyers qui seront plus bas, mais parce qu'ils vont servir à attirer des gens dans cet endroit. Est-ce qu'une ville ne fait pas, puisqu'elle a plus de propriétaires ? Aucun des propriétaires va accepter de diminuer son revenu, alors que le Mobibo, l'acteur qui gère ça, peut lui décider d'avoir des surfaces qui sont un peu moins rentables parce qu'il sait qu'il va attirer. Et donc du coup, dans son mix, ici, il a des administrations communales et cantonales qui font faire venir des gens pour des actes avec les autorités publiques. Il y a des écoles comme l'EJMA ou l'école Club Migros, ou différentes actions. Typiquement, si vous prenez l'EJMA, il y a des gens qui viennent s'entraîner, qui viennent répéter à faire de la musique ici et qui peut-être vont consommer plus tard. Et donc du coup, ça donnait aussi une image à ce lieu. Et donc du coup, ils ont pu le faire parce qu'ils gèrent beaucoup de ces points qu'on a vus avant. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut garder. Et je pense qu'effectivement, il faut essayer de travailler ensemble entre les propriétaires, les commerçants et les autorités publiques pour travailler justement sur la vitalité de ces centres. Notamment, on peut avoir un type de collaboration sur essayer de coordonner les raies commerciaux avec l'espace public. Typiquement, ici, je vous ai donné 2 images. Si vous avez une place de jeu pas loin d'une terrasse, les parents, plutôt que de juste être autour de la place de jeu et attendre que les enfants aient fini, ils vont peut-être pouvoir s'asseoir et consommer un café ou une limonade parce qu'ils vont voir leurs enfants qui sont là. Et donc du coup, ça va participer à cette vitalité. Ou si vous ombragez les terrasses avec justement la qualité des espaces publics, de la végétalisation, vous allez avoir des espaces qui sont plus agréables, les gens vont rester plus longtemps sur ces terrasses-là et donc consommer plus. Et venir plus facilement aussi au centre. Donc là, c'est déjà une manière de collaborer. Et effectivement, il faut essayer de travailler sur aussi justement une gestion collective des raies, à mon sens. Je sais que c'est pas facile ce que je propose. C'est-à-dire qu'il faut que les commerçants, les propriétaires et les autorités publiques arrivent
à travers, il peut y avoir différents mécanismes qu'on pourrait imaginer, de fonder une SA pour gérer les raies, ou de faire, je sais pas, enfin, voilà, pouvoir trouver ou en faire une fondation, ou avoir un dialogue commun pour justement essayer de gérer le mix de l'offre pour favoriser la fréquentation du centre-ville. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est-à-dire qu'il y aurait certains raies qui seraient peut-être loués moins cher, mais qui attiraient plus de fréquentation. Donc du coup, trouver un mécanisme pour le propriétaire qui serait d'accord de le faire, de dédommagement par rapport aux autres. Justement, une coordination du RE avec l'espace public, et que toutes les petites pertes de loyer, parce qu'il faut avoir une péréquation entre les propriétaires. Enfin, voilà, réfléchir souvent sur un nouveau modèle de gestion de ces RE pour justement une valorisation globale du centre-ville par tous les acteurs. Parce que si on ne le fait pas, à un moment donné, quand il y aura eu tellement de vacances dans les RE, eh ben, tout le monde va y perdre. Si, au jour d'aujourd'hui, chacun des acteurs individuels regarde à court terme et continue à agir que dans ses intérêts propres à court terme, le risque, c'est que tout le centre-ville, justement, perde de vitalité et que tout le monde y perde, que ce soit les propriétaires, les commerçants et la ville. Et donc, du coup, moi, j'inviterais plutôt dans cette réflexion-là à essayer de trouver des solutions communes et collaboratives entre ces différents acteurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Madame Estevez de la ville de Sion. Bonsoir à toutes et tous. Merci de m'accueillir. Donc, pour ma partie, je vais avoir une vision un petit peu plus économique, puisque je fais partie du service économie-énergie de la ville de Sion. Je suis City Manager, un nom un peu barbare mais tellement cool, qui a pour fonction en fait de simplement de faire l'attractivité commerciale de la ville de Sion et de faire rayonner ses commerces et ça au plus de monde possible. Donc le contexte, je vais essayer de ne pas être redondante vis-à-vis de la présentation que vous venez d'avoir, puisqu'effectivement, on n'a pas réinventé la poudre et on n'a rien inventé du tout en fait. Au final, on pose un bilan, on constate des choses et on constate exactement les mêmes problématiques dans toutes les villes. Sion n'y échappe pas, malgré qu'on est à 2 heures d'ici. Je l'ai testé ce soir. Et donc effectivement, on voit que les changements de comportement, les changements d'habitude font qu'il y a un petit peu moins de fréquentation peut-être. Les habitudes de certains commerçants aussi, on ne le dit pas assez, mais peut-être certains commerçants se sont un petit peu endormis sur des choses, on a toujours fait comme ça, etc. Et puis, le contexte un petit peu plus difficile fait qu'on doit revoir certains éléments. Et donc, la ville de Sion, il y a un peu plus d'une année et demie, s'est mis au travail et s'est mis surtout sur cette problématique. Ok, on n'y échappe pas, on est peut-être un tout petit peu préservé encore, mais en tout cas, on le voit venir. Il y a des rez-de-chaussée qui ferment, des commerces qui ferment boutique. Et donc, on a simplement mandaté un conseiller externe pour poser le cadre, pour aller un petit peu de manière neutre, faire le tour des différents services, des différentes personnalités, des différents partenaires de la ville de Sion et leur poser des questions. Quels sont les points positifs, les points négatifs, les forces, les faiblesses, et ainsi pouvoir monter un catalogue de prestations, de mesures en fait, qui vont pouvoir être mises en place par notre service. Et cette analyse, en fait, elle a été en premier lieu donnée à une commission consultative de l'économie qui l'a aussi analysée et qui l'a un petit peu priorisée. Et donc, voici un petit peu le projet qu'il en est ressorti. C'est 10 thématiques. 10 thématiques qui ne concernent pas uniquement la promotion économique, puisque vous le voyez, on a proposé des aménagements urbains, et donc ça, c'est mes collègues de l'urbanisme et de la mobilité qui vont avoir en charge ce genre de problématiques et surtout de mesures à appliquer. Et donc ça concerne tous les services, ça concerne tous les partenaires de la ville. C'est vraiment un catalogue de mesures concrètes et précises pour qu'on puisse un petit peu
avoir du tangible à appliquer et pas forcément des choses qu'on invente, encore une fois. Ce sont aussi des choses qui existent déjà, mais on se permet ici de les rappeler. 2 angles principaux, c'est tout d'abord celui-ci, donc la communication, communiquer au sens large, c'est-à-dire effectivement les réseaux sociaux de la ville de Sion n'existaient pas il y a un petit peu plus de 2 ans. Et donc aujourd'hui, on a à cœur de communiquer les différentes actions spéciales de nos commerçants, les moments forts aussi, avec les nocturnes par exemple. On communique aussi de manière un petit peu plus large, des informations plus administratives, mais aussi pour créer une communauté, que cette communauté devienne ambassadeur et que donc que tous ensemble on fasse rayonner en fait une image, un message universel et donc comme on le disait tout à l'heure, faire venir des gens. Et ça reste le but ultime de chacun, donc faire venir des gens, faire revenir, fidéliser et donner envie. Donc cette communication donc assez basique de réseaux sociaux cohabite avec d'autres styles de communication, d'autres styles de campagne. Ici, vous avez un exemple en fin d'année dernière avec Noël à Sion, où la ville de Sion a pris en charge cette communication, cette ligne graphique et l'a mise à disposition de son association, Sion Commerce et Services, mais aussi du marché de Noël ou d'autres acteurs qui sont autour de la ville et qui agissent avec la ville. Donc voilà pour la petite partie communication. On a d'autres campagnes, je le disais, avec différents partenaires, notamment des choses qui existaient déjà, mais on profite de Cœur de Ville, donc ce projet qu'on a étudié, pour rappeler ce qui existe. Donc faciliter le shopping à Sion, faciliter l'attractivité commerciale, c'est aussi mettre en avant des choses, des partenaires, comme Dream Drink. Donc c'est le transport des courses vers son domicile, ce qui permet à la personne qui fait son shopping de rester un petit peu plus longtemps puisqu'elle a plus ses paquets. Donc voilà, on le tranquillise, on lui amène ses courses plus tard et puis ça nous permet de le valoriser ici avec différentes campagnes. Le nerf de la guerre, les rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée qui, malheureusement, pour certains, se vident. Donc, il y a des boutiques qui ferment. Heureusement, il y en a d'autres qui ouvrent. Mais en tout cas, le temps que certains espaces soient reloués, l'idée, c'est qu'on ne garde pas juste une bâche qui couvre une vitrine fermée, mais comme on le disait tout à l'heure aussi, je paraphrase beaucoup du coup la première présentation, c'est rendre cette vitrine un peu plus jolie. Donc c'est pas un but en soi, effectivement, mettre un autocollant sur une vitrine, ça va pas améliorer le centre-ville et ça va pas faire qu'une ville devienne attractive commercialement. Mais par contre, ça permet quand même que les visiteurs, lorsqu'ils passent dans la rue, ne soient pas gênés ou n'aient pas cette sensation de vide qui leur saute au visage. Deux éléments importants qui peuvent être faits grâce à soit mettre une œuvre d'art derrière une vitrine, une sculpture, ça permet d'une part d'ouvrir le monde de la culture ou d'autres mondes, puisqu'on a à Sion par exemple un partenariat avec les PFL qui va bientôt faire un pop-up store à Sion pour occuper une surface qui est vacante actuellement. Et puis ça permet de mettre en valeur le campus, mettre en avant les sciences, mettre en avant les différents projets des étudiants. Et donc c'est un peu du win-win. Et ça permet de valoriser et le campus par ce programme, mais aussi de mettre en avant et de mettre le focus sur ce local qu'on rappelle lors de chaque campagne qui est disponible à la location. Et donc, voilà, c'est un peu prendre un prétexte, ce pop-up store, pour valoriser ce commerce. Prendre ici, là c'est l'exemple d'une vitrine avec une œuvre d'art, donc on valorise aussi la culture, on rend accessible la culture, peut-être que les gens qui ne sont jamais rendus dans un musée tout d'un coup passent devant cette vitrine et hop, ils voient le QR code de la galerie qui a exposé dans cette vitrine vide, et tout d'un coup ça leur donne envie.
Ici, on a un autre exemple. Donc là, c'était pas une œuvre, mais on a simplement étudié un visuel. Notre boucherie un petit peu historique de la ville a fermé en juin dernier. Et voilà, c'était un petit peu le drame. Pour retrouver un boucher qui est, on le sait, un métier qui est pas facile, qui est pas sur une pente montante, et ben voilà, on s'est dit ok, on va essayer de mettre un petit peu d'énergie là-dessus. On a recouvert la vitrine avec ce slogan on cherche notre boucher. Heureusement, et j'ai pu le dire pour la première fois hier, l'embargo est tombé. On va réouvrir une boucherie dans 2 semaines, puisque effectivement, suite à ça, il y a tout d'un coup un commerçant qui est déjà installé dans la ville, qui s'est dit ah ben tiens, je vais diversifier mes activités et puis je vais reprendre ce commerce. Et donc voilà, le temps en tout cas de la relocation, on avait ce joli visuel où on a vu tout un tas de monde s'arrêter, où on a vu prendre des photos, etc. etc. Et sur la porte, on ne le voit pas ici sur la photo, mais en tout cas sur la porte à gauche, on avait les éléments d'information, le nombre de mètres carrés, le numéro de téléphone pour les visites, etc. Ici, c'est un autre projet qu'on étudie actuellement, donc avec les galeries de la ville de Sion, je le disais, on leur demande d'exposer des œuvres dans des locaux qui sont fermés, et puis on va créer comme ça un petit chemin de l'art qu'on va diffuser sur les réseaux et sur le site de l'Office du tourisme de la ville de Sion. Mobiliser les acteurs, on l'a dit tout à l'heure aussi, et ça c'est ultra important parce que la ville ne peut naturellement pas agir seule, les commerçants ne peuvent pas agir seuls et les propriétaires non plus, donc on est obligé, forcé, et surtout c'est cool de le faire, de mettre notre énergie ensemble, de mettre vraiment toutes nos capacités et nos connaissances. La ville de Sion ne veut pas que ça soit des mesures qui soient imposées. Donc on ne veut pas de la ville vers le terrain, mais au contraire, on veut vraiment que les retours qu'on a, que les mesures qu'on mette en place soient en accord avec ce qui se passe. Donc c'est pour ça que cette commission consultative de l'économie a été créée. Régulièrement, les consulte, on leur demande d'une part de nous faire remonter les problématiques, les idées, mais aussi, nous, lorsqu'on aimerait mettre en place quelque chose, on les consulte avant et ensuite on agit. Différentes possibilités pour mobiliser ces acteurs, hein, on l'a dit avec cette commission, mais aussi créer, encore une fois, une appartenance, créer une communauté. Et pour ça, on a aussi chez nous des différentes soirées, différentes rencontres qu'on met en place. Donc 2 fois par année, l'apéritif économique, donc un format 10h midi, auquel sont conviés tous les entrepreneuses sédunois. Et là, on a différentes thématiques qui sont abordées, le but étant que chacun puisse repartir avec quelque chose d'assez concret à mettre en place. Donc, par exemple, ici, l'année passée, le 14 novembre, on avait la transition énergétique. Donc, des spécialistes de l'énergie, de l'économie d'énergie, ont pu venir présenter leurs solutions. Et donc, comme ça, chacun repart avec des idées. On a développé, ou on a en tout cas augmenter le nombre de rendez-vous avec des after-work cette fois pour pouvoir diversifier les publics. Ceux qui ne peuvent pas être présents à 10h, notamment les commerçants par exemple, peuvent peut-être plus se libérer le soir. Un format 19h, 20h30 qui est en after-work et la possibilité de venir nous trouver, aussi sur une thématique XY. Et puis le dernier né, donc là c'est un rendez-vous un peu plus spécifique et naturellement parce qu'on parle très souvent de cette problématique de rez-de-chaussée, là c'est exclusivement réservé aux agences immobilières, aux régies et aux propriétaires pour qu'on parle uniquement de cette thématique et qu'ensemble on puisse trouver et créer des solutions. Là aussi, l'expérience au sens large du terme, donc c'est donner envie de venir, donner envie de revenir, et effectivement avec
un panel très large de possibilités, mais surtout de créer des animations. Donc l'année passée, Sion a eu la chance d'être le pôle d'attraction de beaucoup d'événements majeurs, avec l'Euro féminin, on a eu 3 matchs, avec le week-end d'ouverture des championnats du monde de VTT et la Schubertiade Espace 2 RTS, pardon. Et puis là, on a vu que effectivement, les commerçants, bien que un petit peu frileux au début quand ils ont vu des structures de 5 mètres de haut se monter en plein milieu du cœur de ville pour le week-end d'ouverture des championnats du monde de VTT, ont eu un petit peu peur pour leur vitrine, mais au final, une visibilité tellement gigantesque, un public qui était hyper présent, une visibilité dingue, donc on le voit, c'est vraiment ça qu'il faut faire. On est venu nous dire, au président, à moi, régulièrement, mais animer la ville, juste ça, animer la ville, et le reste, on le fait. C'est eux les commerçants, c'est eux qui savent faire, et c'est ce qu'on nous demande. Donc ça, ce sont effectivement des événements assez majeurs, et on n'aura pas ça toutes les années. Et c'est pour ça qu'il faut créer d'autres événements. On a des manifestations régulières à plus petite échelle, mais avec une jolie visibilité. Donc le marché de Noël qu'on soutient, la fête du goût ou d'autres. Et l'année passée, avec d'autres partenaires comme Lucova, on a créé un concours avec des vitrines, un petit QR code placé sur chaque vitrine, hop, on scanne et ça nous fait des points qui permet ensuite de gagner des bons cadeaux, etc. Et de pouvoir surtout communiquer. Et donc, la communication des commerçants, de Lucova, de la ville, de l'Office du tourisme, de tous les partenaires qui étaient concernés, tout d'un coup crée quelque chose qui fait rayonner l'information et Sion plus loin que simplement dans nos frontières. Le commerce et le démarchage des commerces, idéalement, effectivement, il faudrait réfléchir de manière structurée et efficace. Pour ceux qui le connaissent, on a un nouveau quartier à Sion qui s'appelle le quartier Cour de Gare, qui en novembre 2024 a vu le jour, donc tout récent. Et là, il a fallu réfléchir à, ok, tous les rez-de-chaussée sont commerciaux, qu'est-ce qu'on va y mettre? Et donc cette réflexion, elle n'est pas intrinsèque à la ville, c'est la régie immobilière en charge du quartier qui l'a fait. Mais en tout cas, c'est de réfléchir et d'appuyer, donc là je parle pour moi et le service, d'appuyer et d'accompagner le mieux possible les régies dans ces démarchages-là. Nous, par contre, on essaye de faire monter en compétence les commerçants existants, puisqu'on parle beaucoup des rez-de-chaussée vides, mais il faut aussi penser à ceux qui sont là et les garder le plus longtemps possible, et donc sans pouvoir, ni vouloir, ni avoir la prétention d'aller concurrencer des Amazon, des Zalando, des Shein, des Temu ou autres, on aimerait quand même que cette visibilité d'Internet, tous les commerçants puissent l'avoir à leur échelle. Donc on a mis en place des formations en communication digitale pour nos PME, et on a déjà fait 2 sessions avec des petits groupes. On est très content parce que les commerçants répondent assez rapidement. J'ai eu 2 fois des listes d'attente, on est sur la 3e édition déjà. Et puis à chaque fois, 4 soirées qui sont dévolues à la communication digitale. Ça leur permet d'avoir leur petite visibilité et surtout de pouvoir créer leur communauté. Et encore une fois, leur communauté plus la nôtre, plus, ça fait rayonner plus loin. Pour terminer, et c'est pas dans l'ordre d'importance, les différentes mesures, c'est dans l'ordre où on les a réfléchies. Pour agir, il faut connaître, et donc pour ça, on a effectivement cette commission consultative, mais on a aussi d'autres usages, d'autres mesures pour pouvoir savoir à qui on s'adresse et savoir
quoi faire au mieux pour répondre à la demande. Et donc on a avec l'Office du tourisme souscrit cette année, donc pour l'instant c'est juste en analyse, on aura les résultats au fur et à mesure, mais en tout cas avec les cartes SIM on peut un petit peu suivre le public et quand est-ce que le public est là, quel jour de la semaine est le plus important, est-ce que cet événement a fait venir plus de monde, etc. etc. Et donc un petit peu connaître les différents flux et pouvoir ensuite répliquer les choses qui fonctionnent bien. Et puis aussi une analyse un petit peu plus territoriale, puisqu'on fait chaque année l'analyse de tous nos raies. Donc de manière très empirique, on va devant chaque vitrine et on coche, ok, là il y a tel et tel, là il y a personne, etc., etc. Et puis pour pouvoir suivre cette évolution et voir aujourd'hui qu'on est à 93% de taux d'occupation de nos raies commerciaux. Et puis, voilà, par rapport à il y a 2 ans, on voit qu'on a perdu un petit peu, et puis agir en conséquence, en tout cas dans la mesure du possible. Cette slide, elle est importante pour terminer parce que ça montre que chacun doit prendre ses responsabilités, puisque la ville de Sion ne peut pas agir seule. On l'a dit plusieurs fois, c'est mobiliser toutes les forces, et donc toutes les mesures qui sont mises en place sont des accompagnements, sont des partenariats, et donc chacun doit donner un peu de sa sueur et injecter plus qu'une belle envie, mais aussi financièrement, les coûts sont partagés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Gonzalez de BRICS SA, qui nous vient de Genève. Bonjour à toutes et tous, en tout cas. Merci pour cette invitation. Et je suis ravi de partager un projet qu'on pense novateur et qui répond... excusez-moi. Et qui répond, j'espère, effectivement en partie aux enjeux et aux présentations de mes préopinants. Alors, il s'agit d'un nouveau quartier donc à Genève. Un quartier qui est porté par une vision ambitieuse et qui a cette ambition de viser effectivement la ville de quart d'heure par rapport à ses fonctionnalités. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la présentation du canton de Genève avec les particularités d'un canton-ville qui fait à peine 280 km², donc avec plus de 500 000 habitants. Donc, on a des thématiques, effectivement, et des enjeux importants. Donc, voilà, peut-être vous situez le projet. Donc, la présentation, elle va être très opérationnelle, cette présentation d'un projet, et qui se situe, vous le voyez, donc en deuxième couronne urbaine genevoise, pas loin des intersections des autoroutes A1 et autoroutes de contournement. Vous voyez en trétier pointillé rouge le Léman Express qui a été mis en service en 2019. Le projet se situe à peu près à 15 minutes de ce qui sera la nouvelle centralité du projet Praia Cassia Vernet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc un projet de 12 000 logements à terme, donc ça sera la nouvelle centralité, et puis on est à peu près à 25 minutes de la gare Cornavin. Dans les Ouates, c'est une commune qui fait environ 13 000 habitants et qui a 18 000 emplois. Donc on est dans un vrai pôle économique. Et là, vous voyez cette slide avec en effet la présentation spatiale du projet qui se situe de façon contiguë à la zone horlogère, la zone où se situent les sociétés comme Rolex et autres, Patek et Richemont. Donc on est en mitoyenneté. C'est un périmètre qui a été déclassé en 2011 de 58 hectares, zone agricole, ce qui se fait plus, je vous rassure, et qui est réalisé en plusieurs étapes. Et la première étape qui nous concerne, donc elle est en périmètre bleu, donc un périmètre d'environ 15 hectares qui est en cours de construction.
donc un quartier qui est en cours de construction. Donc si vous faites le calcul, on aura mis plus de 15 ans à développer le projet, en passant par effectivement différentes oppositions. Et toute la difficulté qu'on a en tant que planificateur, et ça on le fait bien sûr main dans la main avec les autorités publiques, cantonales et communales, c'est d'imaginer le quartier de demain. Donc quand on réfléchit aujourd'hui, il faut répondre aux enjeux de demain, et dont la thématique qui a été évoquée tout à l'heure sur la thématique des rez-de-chaussée, c'est une thématique qu'on a beaucoup discuté, qui nous a pris du temps, et je vais vous présenter un petit peu les mécanismes qui ont été mis en place pour répondre effectivement à cet enjeu des rez-de-chaussée. Donc, au niveau du projet, donc on est en train de parler d'un projet d'environ 1000 logements, donc un projet d'importance, avec un pôle santé sociale, je vous en parlerai quelques minutes tout à l'heure, des commerces, et 5500 m² d'activité de vie de quartier, qui représentent environ 40% des rez-de-chaussée. Donc on a une densité environ de 1,2, donc une densité, je dirais, moyenne, et peut-être indiquer que le futur centre sportif et culturel qui se trouve dans ce périmètre serait réalisé à échéance 4-5 ans. Peut-être aussi pour finaliser cette slide, vous voyez au fond un projet qui s'appelle Sherpin, donc qui complète les 15 hectares qui ont été déclassés pour aller aux 58. Il y a un projet qui verra le jour effectivement en deuxième étape, avec en bordure d'autoroute sur le fond une zone industrielle artisanale qui vient compléter l'offre au niveau de la commune. On vise environ sur ce grand périmètre à peu près 2000 emplois sur la première tranche et la deuxième tranche. Donc en un coup d'œil très rapidement, donc on parle de 2500 habitants, 1000 logements, un pôle santé, je vous en parlais, nos activités de pied d'immeuble, et bien évidemment, chose que je n'ai pas présentée tout à l'heure, c'est l'offre scolaire. Donc on a une école de commerce et de culture générale en mitoyenneté de 1500 élèves, et une nouvelle école primaire qui sera réalisée dans le cadre du plan de quartier. Donc les opérateurs représentent environ 61% du plan de quartier. Plan de quartier qui est adopté en 2018, donc déclassement 2011, adoption 2018, et la réalisation a démarré il y a déjà 2 ans. Donc les acteurs, donc environ 60% d'acteurs privés. Nous avons 30% d'acteurs publics, et on a des coopératives qui complètent les opérateurs du périmètre. Donc on a environ une douzaine de maîtres d'ouvrage. Peut-être intéressant sur cette slide-là, c'est la répartition spatiale du programme. Donc là aussi, toute une réflexion qui a été réalisée avec le concours des autorités, qui sont très très impliquées sur ce plan de quartier. On a une répartition d'environ 1/3 de logements d'utilité publique. Donc je rappelle qu'à Genève, on a des lois qui indiquent le nombre de logements d'utilité publique à réaliser, à construire. Donc on parle d'1/3. Donc 33% de toutes les réalisations qui sont construites sur le territoire genevois ont le besoin et la nécessité de construire 33% de logements d'utilité publique, qui se déclinent en différents types de catégories de logements, donc que ce soit des habitations bon marché ou habitations mixtes par exemple, donc 1/3. 47% de locatifs et 20% de PPE. Pour compléter l'offre logement, toute cette offre est avec des prix contrôlés. Donc je vais vous donner quelques chiffres, mais on parle de 250 francs à 370 francs du mètre carré, donc on est à Genève. Et oui, donc pas cher du tout, donc on est vraiment dans un cadre très, très cadré. Nous avons les 5500 mètres carrés, et comme vous voyez sur cette image, en couleur, vous voyez les différentes couleurs, la spatialité, et ce qui donne effectivement une mixité sociale. Donc on va mélanger les différentes catégories de logements plutôt que de créer des ghettos par catégorie. Alors pour compléter, vous avez sur le front, en bas de l'image, vous avez un pôle santé sociale et des commerces pour 14 000 m². Donc la totalité représente environ 125 000 m².
Le projet BRICS, je ne vais pas trop m'étaler, donc on représente 61%, je disais tout à l'heure, sur effectivement la pièce nord du PLQ, et nous développons le pôle santé sociale. Peut-être aussi peut-être un axe important, c'est que nous développons le projet selon la certification CNBS quartier, pour ceux qui la connaissent, donc, qui est toute récente, qui date de septembre 2023. Et nos bâtiments sont labellisés Minergie-P Eco et Minergie-P. Alors bien évidemment, dans la labellisation SNBS quartier se décline toute une série de critères que vous avez sous vos yeux. Et peut-être un point assez intéressant, c'est aussi la création d'une vélostation, aussi pour désengorger les rez-de-chaussée, compte tenu que nous avons près de 3 vélos par logement. Je vous laisse faire le calcul. Donc on a des milliers de vélos à devoir garer, à devoir concevoir et à devoir spatialiser. Et c'est la raison pour laquelle on a été amené à créer cette vélostation, justement pour désengager et puis donner au rez-de-chaussée toute leur noblesse pour justement être en relation avec les habitants et donner comme ça a été très très bien dit tout à l'heure, donner une activité de quartier et d'interagir avec les habitants. Quelques images qui vous donnent un petit peu l'esprit du quartier, avec des îlots, avec différentes identités, différentes, je dirais, bien sûr, typologie de logement, façade, de l'activation des pieds d'immeubles qui ont été très réfléchis et qui sont je vous en parlerai tout à l'heure, donc sur des hauteurs de plus de 4 mètres aussi. Donc on est sur les 4 mètres sur les rez-de-chaussée, en interaction directe effectivement avec les espaces de jeu, avec les placettes, et pour justement être au diapason comme ça a été évoqué tout à l'heure. Peut-être une petite parenthèse d'importance aussi, c'est qu'on va réaliser un pôle santé sociale qui s'inscrit dans la politique, je dirais, de la santé à Genève, qui aura pour objectif de désengorger donc les hôpitaux, en fait, l'hôpital cantonal, donc les HUG. Et c'est un pôle qui fait 14 000 m², qui va regrouper donc des médecins, des spécialistes, des physios. Il y aura une antenne sociale communale, l'hospice général. Sur toute la dimension sociale, il y a un poste de police, des commerces au niveau d'un rez-de-chaussée avec la COP qui s'y installe, un EMS et des logements, une résidence senior. Donc pour compléter l'offre. Quelques images aussi. On voit, je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais vous l'aurez certainement remarqué. Donc le tram est au pied du quartier, donc qui dessert le quartier de façon assez très efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de temporalité, en termes de délai pour aller au centre-ville. Alors, au niveau de la coopérative de quartier, le relier. Donc là, on arrive dans le modèle un petit peu qu'on pense novateur et qui répond effectivement à une partie des inquiétudes. Donc cette coopérative, il faut imaginer qu'elle a été créée par l'ensemble des maîtres d'ouvrage et les autorités publiques. Et cette coopérative, donc c'est une coopérative de quartier, à ne pas confondre avec une coopérative d'habitation. Coopérative de quartier qui aura vocation à activer les surfaces de pieds d'immeuble, donc les activités de vie de quartier, ce qu'on appelle les AVQ en acronyme, donc les plus de 5000 m². Elle va également s'occuper de la gestion de la mobilité du quartier, l'objectif étant aussi qu'il y ait un changement de mode de transport des nouveaux habitants. On a un ratio qui est assez faible, on a un ratio de 0,6 places de parc par logement. Donc l'idée, c'est que les nouveaux habitants qui arrivent dans ce quartier-là, on leur offre aussi, et je vais y venir, sur des mesures servicielles d'accompagnement afin que ces derniers puissent effectivement abandonner la voiture. C'est ça l'ambition qu'on a. Alors bien sûr, vous avez vu le tram, vous avez vu l'élément express, et l'idée, c'est de les accompagner, et je vais y venir. L'animation se ferait effectivement aux côtés de la commune. Donc voilà les 3 grands axes. Il faut savoir que cette coopérative de quartier a été dotée d'un montant de 2,4 millions. Donc en fait, chaque maître d'ouvrage a mis au pot 20 francs du mètre carré construit pour justement financer cette coopérative. Pour justement qu'elle soit dotée, qu'elle ait un financement et qu'elle puisse être complètement autonome et répondre à ses ambitions.
Les maîtres d'ouvrage que nous sommes avons quand même investi initialement sur environ 15 millions de francs, pour vous donner un chiffre, donc c'est quand même des montants assez importants, pour la mise à disposition de ces surfaces d'activité de vie de quartier. Donc ces 5500 mètres carrés sont mis à disposition gratuitement de la nouvelle coopérative qui sera créée. Quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est que les opérateurs auront obtenu une densité complémentaire de 5% pour que le bilan financier, l'opération financière puisse tourner, avec des loyers, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont très raisonnables. Actuellement, nous sommes à 2 doigts de signer avec l'organe de gestion, parce qu'en fait, dans ce modèle totalement novateur, on a, au niveau de la coopérative, on a cherché à savoir qui pouvait répondre à ce cahier des charges ambitieux et qui répondait à ces 3 axes. Et donc, appel d'offres aussi totalement novateur, on a trouvé des acteurs qui se sont mis ensemble, certaines équipes, des équipes qui sont constituées de plusieurs acteurs pour répondre à ces 3 missions. Donc là, on est en passe de signer avec un acteur qui répondra à ces trois missions. Donc, sur ce plan-là, sur cette slide-là, ce qui est assez intéressant en termes de couleurs, vous voyez un petit peu la spatialisation des différents pôles, de ces 5500 mètres carrés, donc qui seront des activités animation qui vont favoriser la convivialité de la vie locale. Donc il y a du pôle serviciel, du pôle du faire, du manger. Donc on aura des lieux de tech, on aura des crèches, on aura des fleuristes, des coiffeurs. Donc des activités qui vont donner l'activation dans des pieds d'immeuble. Nous, en tant que coopérateurs, investisseurs, c'est aussi l'intérêt qu'on a. Il faut que le quartier puisse vivre pour que les habitants finalement restent aussi dans ce quartier-là et pour éviter effectivement qu'ils aillent ailleurs parce qu'ils trouvent peut-être un projet meilleur que le nôtre. Donc l'idée c'est qu'ils soient quelque part captifs. Et à partir de là, on est en train de travailler également donc, sur l'opérateur, mais on est en train de travailler sur la commercialisation et de chercher des acteurs au niveau des pieds d'immeuble. Et ce qui est important, c'est que ces acteurs-là, la coopérative, vous avez bien compris que c'est la coopérative qui sera bénéficiaire de ces surfaces-là, va les louer à ces acteurs-là, mais à des prix très très raisonnables. Donc c'est des prix qui vont aussi entre 100 et 200 francs, pour vous donner une idée. Donc c'est des prix qui vont permettre l'accessibilité de certains acteurs à des faibles rentabilités et qui n'ont pas vocation à avoir des rentabilités élevées. Association de quartier, par exemple, voilà, donc c'est des exemples qui permettent effectivement d'accueillir ce type d'acteurs et dont le but va devoir effectivement activer des pieds d'immeuble, mais pas que, aussi, c'est que ces acteurs-là puissent être en diapason, en lien avec les habitants, avec différents projets, avec des projets de quartier, des projets novateurs, des projets dans lesquels on peut parler de la fête du 1er mai, la fête du 1er août, etc. Donc vraiment d'activer qu'il y ait vraiment une vraie interaction. Je vous parlais tout à l'heure des mesures servicielles de mobilité, donc là aussi l'incitation au niveau aux habitants pour changer de mode de transport. On aura une centrale de mobilité au sein de l'arcade d'animation. Donc là aussi, on va proposer des vélos cargo à disposition qui seront à mise à disposition sous forme de loyer ou de prix très, très raisonnable. On aura aussi un système de mobility, on aura des quasi-livraisons, on aura une vraie conciergerie de quartier. Donc l'idée c'est qu'on soit que cette entité, cet organe de gestion soit aussi en lien direct avec les habitants, donc aussi en contact direct pour aussi avoir le retour de leur appréciation, d'avoir des retours, des idées d'animation et autres. Donc il y aura également des différents kits mobilité. On a l'ambition aussi que les personnes qui effectivement abandonnent la voiture, on puisse leur offrir un abonnement, par exemple un abonnement transport public. Donc vraiment d'être dans cette dynamique-là. Donc le montage financier. Alors là, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais n'hésitez pas à me poser des questions tout à l'heure. Je vais essayer d'être synthétique. Donc vous avez bien compris. Donc les propriétaires construisent des surfaces d'activité de vie de quartier, donc un peu plus de 5000 m², et les mettent gratuitement à disposition de la coopérative.
La coopérative assure leur mise en location, donc avec cet organe de gestion. Cette coopérative, encore une fois, elle est constituée par l'ensemble des maîtres d'ouvrage, la commune et le canton, à des conditions favorables, afin d'accueillir des porteurs de projets à forte vocation sociale. Donc des loyers qui sont faibles. Donc on parle de 100 à 200 francs du mètre carré. Ce ne sont même pas des prix pour du stockage à Genève. Donc pour le stationnement, les propriétaires, donc nous louons les places, donc véhicules légers à la coopérative au loyer de 125 francs par mois, par place. Et donc l'attribution de ces places, ça je rentrais dans ce détail, c'est que l'attribution des places de parc, compte tenu qu'on a peu de places de parc par rapport aux habitants, donc je rappelle 0,6 places pour un appartement. Donc l'attribution de ces places se fera en fonction des besoins réels des habitants et en fonction de leur profil familial, en fonction de leur profil. Donc exemple pour les familles nombreuses ou les personnes à mobilité réduite. Donc c'est des paramètres qui sont en cours d'élaboration au sein de la coopérative. Donc c'est de cibler et d'attribuer des places de parc aux gens qui en ont besoin. Je prends un exemple, un couple marié sans enfant qui a un 3 pièces et qui travaille à Genève et qui peut prendre le tram et qui a moins d'une demi-heure, c'est des gens, par exemple, c'est des familles qui n'auront pas, bien sûr de voiture. Donc on va vraiment avoir cette incitation-là. Donc la coopérative attribuera ses places de place indépendamment de la volonté de l'investisseur ou du propriétaire. Il faut bien comprendre. Donc le propriétaire loue toutes les places à un prix très modique à la coopérative qui les loue derrière aux habitants au cas par cas. Puis comme je vais vous le dire maintenant, il y a un différentiel de loyer entre ce que loue l'investisseur, ce que loue la coopérative et par rapport au prix du loyer qui sera à l'habitant, qui sera un loyer au prix du marché. Donc là aussi, la coopérative fera un delta et ce delta viendra alimenter la coopérative pour tous les projets du quartier, les animations et faire tourner la coopérative afin qu'elle respecte son but statutaire qui est d'animer le quartier principalement, d'activer les pieds d'immeuble, d'avoir des loyers extrêmement bas et qu'elle puisse aider ces entités à prendre place au pied d'immeuble et à les aider s'il le faut, financièrement également. Donc lorsque la coopérative présentera un excédent, elle distribuera elle redistribuera celle-ci aux habitants via des projets de quartier et in fine, si la coopérative un excédent, ça sera en baisse de charge des locataires des logements. Donc c'est un mécanisme très vertueux. Et pour finaliser, un contrat d'objectif sera conclu très prochainement entre le canton, la commune et la coopérative pour ancrer ses ambitions à long terme. Donc voilà, donc un modèle gagnant-gagnant et qui répond en partie à ces thématiques de rez-de-chaussée. Et on est très optimiste sur son fonctionnement. Pour ceux et celles qui sont intéressés par les graphiques, je ne vais pas m'étaler là-dessus, je l'ai expliqué tout à l'heure au niveau du modèle. Et puis voilà, donc j'ai fini ma présentation avec quelques liens internet sur lesquels vous pourrez avoir de l'information. Je vous invite à aller sur le relier.ch, vous aurez effectivement plus d'informations, et puis d'autres sites internet, aussi le site de l'État de Genève, qui met en relief et c'est le projet. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'invite nos deux autres intervenants à s'installer à la table et on ouvre la discussion avec vous, cher public. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques ou peut-être des exemples d'autres idées ou pistes de discussion, c'est bienvenu et je vous passe le micro lorsque vous levez la main. Madame. Oui, bonsoir. Merci pour ces 3 présentations. Et ma question s'adresse à Madame Estef, si je dis juste. C'est par rapport à... vous avez dit que si j'ai bien compris, autant les commerçants que la commune partagent les frais, par exemple, dans le cadre d'un pop-up ou de l'occupation par une œuvre d'art d'un rez-de-chaussée non loué. Ils vont commencer par cette proportion de partage. Est-ce qu'une galerie doit payer une grosse proportion? Rien? Comment ça fonctionne?
Alors, dans ce cas-là, en l'occurrence, les galeries, n'auront pas de frais à part les structures, le matériel pour mettre en place en fait et disposer les œuvres qu'ils veulent rendre visibles. Sinon, en termes de coûts, si les loyers... Là, ça serait plus... Chacun prend ses responsabilités dans le sens où on va demander au propriétaire / à la régie immobilière de nous donner accès gratuitement à ce logement et donc de ne pas nous facturer de loyer, puisque de toute façon, ça aurait été vide. Donc le temps qu'on essaye de relouer ce local-là, c'est à eux qu'on va demander cet effort. Et puis en contrepartie, c'est la visibilité qu'on leur donne au travers des réseaux, de la campagne de communication qu'il y a autour. Et donc effectivement, on se partage les frais un petit peu comme ça. La ville va faire la ligne graphique, va faire la communication. La régie ne va pas facturer de frais de location et la galerie va payer son matériel pour mettre en place. Merci beaucoup. D'autres remarques, questions? Oui, merci beaucoup. Ma question, elle porte sur les effets en fait de ce qui a été présenté. Alors, je pense que pour le cas du relier, c'est un peu tôt pour être sur les effets, mais de manière plus générale, l'ensemble des actions qui sont entreprises, comment on sait si elles produisent les résultats attendus? Tout à l'heure, je crois pour la ville de Sion, vous avez parlé de récolte de données où vous faites le tour des vitrines, tout simplement. Mais ma question allait un peu sur le fait que comment on mesure la fréquentation du centre-ville. Finalement, c'est pas une donnée si facile. D'ailleurs, on avait eu une collaboration avec le Castrum pour essayer de savoir un peu combien il y a de visiteurs au Castrum, puisque c'est un festival libre, pas de billets d'entrée, pas de porte d'entrée, etc. Et puis d'autre part, les commerçants, ils sont peut-être ils sont pas toujours très disposés, à mon avis, hein, je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, de donner leurs chiffres. Et puis donc, comment on accède à la donnée qui nous permet de dire ça marche ou ça marche pas? Alors, c'est une question peut-être qui s'adresse aux trois, si vous avez des éléments de réponse. Je me permets de commencer. Alors les commerçants, c'est simple. S'ils disent oh, ça va, c'était fantastique. et sinon ils disent c'était une catastrophe. Puis voilà. Non, plus sérieusement, j'évoquais donc ces cartes SIM qu'on peut suivre. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on est en train d'analyser avec Swisscom pour pouvoir un petit peu tracer et évaluer le flux de gens. Et au travers des cartes SIM, on sait que si ce sont des touristes, si ce sont des pendulaires, on sait dire leur localité. Donc effectivement, ça nous donne des indications qu'on doit analyser ensuite, hein, donc forcément. Sinon, voilà, c'est un petit peu empirique, mais effectivement, au travers de ce qu'on coche lorsqu'on fait le tour des rez-de-chaussée et lorsqu'on fait des événements, les billetteries, les passages aux caisses, des musées, des différents loisirs qu'on a. On leur pose la question, on leur demande les chiffres et certains quand même nous les donnent. Donc voilà l'évaluation qu'on peut en faire. Monsieur. Oui. Écoutez, je vais avoir la difficulté à te répondre de façon très factuelle sur ce sujet-là. En tout cas, vous avez bien compris que on est dans la vision de demain. Donc on parlait de planification territoriale. On n'est pas dans le constat. On essaie de trouver des solutions. Et il est vrai, comme dans partout depuis la période Covid, on voit effectivement des restaurants fermés, des commerces qui ferment, des difficultés qui sont opérationnelles. Le loyer, sans doute, mais pas que. Le loyer est une partie, tout dépend de l'activité que vous avez, c'est une partie du modèle économique. Donc voilà, donc l'idée c'est de vraiment trouver des solutions justement pour déjà répondre à cette thématique de loyer, parce que sur le constat, effectivement, les investisseurs qui ont des biens qui sont centraux, mais ça a été très bien dit tout à l'heure, ils auront plus de difficultés à les mettre en location, à baisser un loyer, et ils vont être plus dans l'attente de voir si ça reprend. Et donc l'idée, c'est de reprendre le sujet un petit peu différemment, justement pour que ces activités de pied d'immeuble soient totalement décorrélées.
Alors, encore une fois, on n'est pas on est dans le prospectif, dans le curatif. On n'est pas sur la thématique du centre-ville proprement dit. Donc, on essaie de trouver des mécanismes. C'est celui que j'ai essayé de tenter de vous présenter tout à l'heure pour anticiper demain, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que la ville va s'étaler sur ces thématiques-là. Après, on le voit, on voit les acteurs. Ces acteurs, on les rencontre, on leur pose effectivement la question, ok, le loyer, mais si tu payes un loyer de 100 francs ou de 150 francs, qu'est-ce que tu amènes? Vu qu'il y a une décote facilement entre 300 et 100 francs, donc il y a une décote qui est importante, qu'est-ce que cet acteur peut amener à la vie du quartier? Voilà, qu'est-ce que ça va ajouter, de quelle façon il va contribuer par rapport à des animations, par exemple. Donc après, on le voit dans leur modèle économique, on essaie de faire un peu d'ingérence quelque part, c'est-à-dire montre-nous ton modèle économique, comment tu tournes, quelle est ta recette, quelle est ta dépense, et on essaie de voir, de mieux comprendre pour qu'effectivement ces acteurs-là, les acteurs qu'on souhaite mettre au relief, n'ont pas une vocation à faire de l'argent, ou du moins à faire beaucoup d'argent. Donc l'idée, c'est de limiter un petit peu ce gain pour qu'il bien évidemment, ils puissent vivre, évidemment, mais surtout de modérer, de moduler effectivement ces gains, quoi. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle on baisse. Les loyers sont vraiment extrêmement bas. Effectivement, à monitorer comme ça en live, c'est extrêmement complexe. Effectivement, il y a la solution Swisscom qui existe, il y a aussi des compteurs piétonniers, mais ça vaut ce que ça vaut. L'indicateur final, c'est effectivement le taux de vacances qu'on peut observer, mais qui est effectivement avec un certain taux de latence entre le moment où le commerçant voit que ça diminue, et au moment où il décide où il ne peut plus payer le loyer. Donc c'est difficile de le monitorer vraiment directement. Ce qu'on voit, c'est les actions du passé. Si on a un exemple, quand ils ont redynamisé le centre avec la création de l'espace public qui a été fait en 2005 ou 2006, il y avait déjà une problématique sur la vision des zones. Donc on voit qu'il y a des actions dans le passé qui ont eu des effets. Et effectivement, là maintenant, on est dans le prospectif où ces actions... bien sûr, on peut toujours mieux les faire. L'espace public, on peut mieux le travailler, les vitrines, on peut mieux le travailler, les commerces, mais si on veut vraiment lutter maintenant avec tout ce changement de paradigme, il faut trouver des solutions prospectives, comme vous avez dit, et du coup, voilà, c'est un peu un pari, mais moi je prends le pari parce qu'on voit effectivement les acteurs privés le font. Mobimo le fait aussi, ils ont une gestion vraiment de se dire, voilà, s'il y a un commerce qui ne fonctionne pas, ils vont essayer de trouver un commerce qui va être plus attractif pour le centre. D'ailleurs, ils sont devenus, je parlais avant de destination, mais on ne dit pas je vais à Lausanne, on dit je vais au Flanc quand on va au Flanc. Donc ils sont devenus une destination. Pour Yverdon, ou une autre ville, il faudrait qu'on puisse donner cette image-là. Et donc du coup, c'est vrai qu'on crée des activités qui sont moins rentables, comme vous le disiez, et donc du coup, pour attirer des gens, pour créer une destination, et ça, si on reste individuel, on ne peut pas le faire. Donc si on veut avoir cette vision prospective, il faut prendre le pari, comme à l'époque, la ville de Sion a pris le pari de piétoniser le centre, parce que quand ils l'ont fait, il y a, je sais plus, 2005-2006, c'était très décrié aussi, il y avait une forte résistance. Et quand c'était fait, toutes les autres villes du Valais ont dit ah non, mais on va faire la même chose. Alors, et donc du coup, mais au jour d'aujourd'hui, on voit que ça suffit plus. Il faut trouver des nouvelles solutions. On observe dans d'autres contextes. Moi, je prends l'exemple aussi du Biopôle à Lausanne. Ils ont une gestion aussi. Ils ont différents propriétaires avec différentes entreprises. Mais quand une entreprise est un rez d'un bâtiment et qu'elle doit pouvoir s'étendre, ils n'hésitent pas à discuter entre deux propriétaires, à casser un mur et que l'entreprise puisse s'étendre entre les deux bâtiments. Et du coup, il faut avoir cette flexibilité, cette agilité-là au jour d'aujourd'hui pour faire ce genre d'action. Et si on ne travaille pas ensemble, à mon avis, on ne va pas y arriver. Donc le monitorer aujourd'hui, difficile, mais en tout cas, ce qu'on peut observer par différents exemples, et on voit, les acteurs du privé le font. Donc il faut aussi que les acteurs publics et les différents acteurs qui sont fragmentés s'y mettent aussi, sinon ils ont aussi en plus la concurrence de... pas qu'Internet, mais aussi des nouveaux quartiers qui vont se créer. S'il y a un nouveau quartier qui se crée pas loin d'un centre avec un seul acteur qui lui dynamise très fortement ses raies, le centre va être phagocyté par cette activité-là. Merci beaucoup. Encore d'autres commentaires ou questions ? Moi, j'avais une question peut-être qui pourrait prolonger ce que vous venez de dire, Monsieur le maire. On a entendu donc présenter une coopérative qui pourrait
horizontaliser un peu la gestion en fait des espaces et surtout leurs différentes fonctions. Et puis avec Sion aussi un aspect plus serviciel aussi avec les différents acteurs pour gérer ces enjeux-là. Pourtant, je me disais en préparant qu'on entend souvent aussi parler de sociétés de centre-ville qui seraient peut-être plus tripartites, qui sont des idées parfois entre voilà, acteurs publics, acteurs culturels, propriétaires, parties prenantes, voire locataires parfois, fondations aussi, qui sont des véhicules institutionnels qui peuvent également gérer ce type d'enjeux, et ou tout simplement alors associations de propriétaires ou associations de commerçants. Est-ce que, peut-être d'abord Monsieur Pierrick Mer, et puis peut-être vous avez quelques compléments, est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre ces différents véhicules institutionnels? Est-ce qu'ils sont complémentaires ou plus adaptés à certains usages ou à certains objectifs? Voilà, c'est ma question. Je crois que les outils, effectivement, sont différents, mais ils doivent surtout être, pour moi, ça doit être une volonté locale des différents acteurs locaux de se mettre d'accord sur le même. Certaines communes, il y a un exemple en France d'une, je ne sais plus laquelle c'est, mais qui, en fait, la commune rachète, et donc du coup, elle a une politique active foncière pour l'airer, mais il faut que la commune ait les moyens de le faire. Donc ça, c'est une possibilité, mais la condition là, elle ne peut pas s'appliquer à toutes les communes du monde, parce qu'ils n'auront pas forcément les moyens. Et il faut vraiment avoir cette première discussion entre les commerçants, les propriétaires et la ville, pour trouver le consensus sur la forme, que ce soit une coopérative, que ce soit un système péréquatif, que ce soit, je sais pas, une SA commune d'Éré. Enfin, il y a plusieurs. À mon avis, c'est pas le premier pas, c'est vraiment de se mettre tous d'accord. Et bien sûr, certaines formes ont des avantages ou des inconvénients, mais le premier pas, c'est vraiment que tout le monde collabore. Et pour ça, il faut vraiment que les gens aient déjà cette première discussion sur déjà vouloir collaborer et dans un deuxième temps, sous quelle forme. Non, effectivement, en fait, la difficulté que vous aurez effectivement je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez des propriétaires qui doivent, je partage ce qui a été dit par M. Maire, c'est il faut avoir la volonté, la vision et d'amener sa pierre à l'édifice sur effectivement ces activations. Et si vous avez un propriétaire qui est aujourd'hui en centre-ville et qui ne souhaite pas le faire, ben vous aurez du mal. Vous aurez mal à l'exproprier, vous aurez du mal à lui acheter les raies parce qu'il ne voudra pas. Donc voilà, après c'est une question aussi de philosophique, une question de vision, puis aussi voilà, pour voir un petit peu comment on voit la ville de demain. Voilà, donc pour ça qu'on essaye de mettre effectivement en place, et vous y disiez très bien, c'est les acteurs locaux, et la commune, notamment au Relier, la commune de Plan-les-Ouates a été très visionnaire sur ce coup-là, parce que là, avec le canton, encore une fois, c'est vraiment, et c'est l'ensemble des acteurs, que ce soit privés et publics, avons mis en place ce système-là, ce modèle. Donc voilà, maintenant, pour répondre à votre question, tout à l'heure vous disiez fondation, coopérative, le modèle de gouvernance, hein, parce que c'est un modèle de gouvernance, ben voilà, nous on a choisi la coopérative pour différentes raisons. En fait, voilà, le propriétaire d'une coopérative de 50 logements aura autant de poids qu'un propriétaire qui a 500 logements. Donc l'idée, ça vraiment qu'il y ait une répartition, je dirais, de la voix de ce système coopératif. C'est pour ça que ça a été fait, pour les questions aussi juridiques. Ça aurait pu être une société anonyme à but non lucratif, par exemple. Ça aurait pu être le cas, on s'est posé la question. Mais l'idée, c'était de donner vraiment de la voix aussi aux minorités. Et donc voilà, maintenant, voilà, ça a été dit, il faut avoir une vision partagée. Il y a des mécanisme qui a été mis en place et qui est vertueuse. Et c'est vrai que nous, en tant qu'opérateurs, ce qui nous anime, c'est construire la ville de demain. Et surtout, d'avoir une vision prospective pour éviter ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, voilà. Et puis, toute cette difficulté à penser à la ville dans 20 ans. Donc, pas que c'est la thématique des activités de vie de quartier, on parle des seniors, qui a une vraie thématique aussi sur la conception des logements, sur le voilà, donc qui viennent effectivement complexifier la réponse qu'on doit apporter à ces nouveaux quartiers. Donc, effectivement, l'activation et l'immeuble et l'animation fait bien évidemment partie. D'autres questions ou commentaires? On peut encore prendre quelques minutes. Alors, bonjour, j'ai une question, mais peut-être ce ne sera pas, peut-être pas être en mesure de me répondre, sauf s'il y a quelqu'un de la ville d'Yverdon. Ou peut-être, monsieur, vu que vous êtes de la HEIG.
En fait, à la rue... Ah, pardon. Alors, magnifique. Ah, pardon, je n'avais pas suivi, je ne dormais pas au début, mais... en fait, moi j'habite à la rue du Milieu, et puis forcément, voilà. Hein. Et est-ce que vous arrivez à me dire ce que vous avez fait, la ville, je ne sais pas, une sorte de... pour avoir, en l'espace de 2-3 semaines, toutes les vitrines qui se sont remplies? Oh, il y a le nouveau, il y a à nouveau où il y avait un bureau de tabac, là, enfin c'est pas le bureau de tabac. Il y a le restaurant qui avait brûlé, qui a nouveau ouvert. Il y a de la laine, là. Enfin, c'est incroyable. Il y a eu ma question, pour être précise, vous avez fait une action particulière? Vous avez fait un mix privé-public avec sur les loyers ou... Parce que ça arrivait en 3 semaines, il y a tout qui s'est rempli, mais c'est pas faux ce que je dis. Est-ce que c'est le hasard? Je vous remercie pour votre question. En fait, j'ai vraiment pas la réponse ce soir, mais on peut se renseigner. On a un délégué à l'économie qui est malheureusement pas là ce soir, mais qui peut éventuellement peut-être répondre à cette question, parce qu'il est en contact avec les commerçants du centre-ville réguliers, contact régulier, et puis évidemment il repère un petit peu les endroits qui se vident, et ensuite je sais pas quelle part il joue pour retrouver des locataires, mais là je peux pas vous répondre sur ce cas particulier. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Peut-être un dernier commentaire ou question pour terminer? Oui, monsieur. Monsieur aussi après, oui. Oui, alors, pour parler planification, puisque c'est un peu le thème de la soirée, vous avez décliné un ensemble de mesures très opérationnelles que je trouve très intéressantes, puisqu'elles sont ancrées dans le réel. Maintenant, quand on est une commune et qu'on souhaite avoir un coup d'avance, vous parliez de 15-20 ans, une réflexion à 15-20 ans, quels sont les instruments, les outils opposables ou non opposables qui permettent d'avoir cette vision prospective? Est-ce que le plan directeur communal peut permettre de faire ça? Est-ce que c'est des planifications sectorielles seulement qui permettent de répondre à ces questions-là? Quels sont les outils, les instruments dont vous disposez quand vous êtes une commune pour penser la revitalisation des centres-villes? Qui veut répondre en premier? Une des parties de la réponse, c'est qu'effectivement, il y a cette planification de l'offre et de la demande. Et donc là, c'est vraiment l'affectation qu'on donne aux différents secteurs de la ville, et on va planifier à 15 ou 20 ans en se disant on va développer ici, puis on va se dire est-ce qu'on va mettre des raies ou est-ce qu'on va pas en mettre des réactivés, est-ce que ce sera du logement ou pas. Donc ça, c'est un des premiers outils qu'on peut utiliser. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément toujours fait, historiquement non plus d'ailleurs. Et finalement, il faut essayer d'évaluer cette offre, cette demande. Il y a les bureaux d'urbanisme sont moins bien outillés de manière générale, mais maintenant il y a quand même des spécialistes en économie territoriale, des bureaux qui existent et qui sont capables de le faire, mais c'est vrai qu'avant on le faisait moins. Et on se retrouve effectivement, moi je me rappelle avoir été dans des discussions où on nous parle de faire, je sais pas, en boulevard urbain, où on active tous les raies, ou que j'étais aussi consultant pour des développeurs immobiliers qui m'ont dit mais ici on doit faire une activité, mais qu'est-ce qu'on fait fatalement? Parce qu'en fait l'image d'urbaniste est typiquement d'avoir un boulevard urbain sur des kilomètres et d'avoir des réactivés, mais la demande n'était pas suffisante, et donc du coup il faut trouver d'autres activités. Et je pense que la première chose à faire au jour d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'évaluer justement les besoins à 15 ans et de les localiser à travers les plans d'affectation. Et donc du coup de faire une première étude avec un spécialiste de la question, et qui pourra essayer de vous donner... Alors bien sûr, la planification, on n'a pas de boule de cristal, donc bien sûr que si on avait planifié il y a 5 ans avec la tendance d'Internet il y a 5 ans ou aujourd'hui, on ne vous donnerait pas les mêmes chiffres. Mais au moins ça vous donne déjà une destination plus ou moins générale où vous pouvez aller. Je ne peux pas dire mieux. Les outils, de manière très concrète, on n'en a pas. Donc effectivement, à part s'appuyer sur des spécialistes et
se dire que effectivement, malgré toute la bonne volonté qu'on y met, ben, si un Covid nous tombe sur le coin de la figure, la planification, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc aujourd'hui, effectivement, on fait avec le peu d'informations qu'on a, les projections qu'on imagine, et puis voilà. Oui, alors effectivement, si je prends le cas de Genève, par exemple, aujourd'hui, on travaille sur un plan directeur cantonal 2050. Donc on a bien 25 ans, enfin, on essaye de se projeter, les autorités essayent de se projeter, effectivement. Je pense que c'est un sujet vraiment politique aussi. Il faut être visionnaire, il faut savoir, effectivement, le canton, la localité souhaite avoir en termes d'industrialisation, en termes d'activités tertiaires, secondaires, et puis avoir cette vision prospective. Après, effectivement, il y a des spécialistes qui arrivent à transformer un peu cette vision-là. Et là aussi, les départements de l'économie, notamment à Genève, travaillent sur cette thématique-là. On travaille aussi, j'ai aussi un autre rôle à la Chambre de commerce et d'industrie à Genève, donc sur la spatialisation des activités tertiaires et leur prospective future. Et de spatialiser les surfaces déjà actuelles, alors je vois effectivement de faire du porte-à-porte, il faut dire voilà, il est ouvert ou il est fermé. Vous prenez une ville comme Genève qui fait 500 000 habitants, donc déjà c'est un peu compliqué de sortir des statistiques. Mais donc vraiment la préoccupation de cette vision, il y a les outils, il faut une vision aussi politique, avec effectivement les soubresauts qu'on connaît tous actuellement. Donc c'est compliqué, mais voilà, il faut qu'on regarde un peu plus au-delà et puis d'essayer effectivement de faire atterrir concrètement des outils. Voilà. Après, il y a des plans sectoriels, les plans de quartier. Et moi, je suis pour donner de la flexibilité à ces plans de quartier aussi, parce qu'il ne faut pas les figer dans le marbre. Alors, des plans sectoriels, de se dire, ben là, on veut faire du logement. Et puis, effectivement, dans 10 ans, la mixité peut changer. La balance activité tertiaire, logement peut changer en fonction de l'évolution du canton. Je parlais tout à l'heure ce que j'appellerais des mégatrends, le sujet de la senior, enfin, le sujet de nos seniors, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc sur une explosion du nombre de personnes de plus de 105 ans, les personnes de plus de 80 ans, enfin vraiment, il y a vraiment, c'est une grande thématique, il y a eu des études de marché qui ont été faites là-dessus. Donc avec ces différentes grandes thématiques, on doit pouvoir, je dirais, asseoir une vision, qu'elle soit économique, une vision sur ces enjeux-là, et puis de travailler en entonnoir, et puis travailler de façon posée, et puis poser les outils qui le permettent. Merci bien. Il y avait juste encore monsieur, et puis pour terminer, monsieur Wessner. Merci de me donner la parole. Alors, justement, j'ai voulu demander, nous, au niveau politique, à Yverdon, je suis au Parti des Verts, on a déjà discuté s'il ne fallait pas plutôt donner un maximum de temps que les vitrines doivent laisser vides avant que... parce qu'on craigne un petit peu que les locataires ou les propriétaires veulent garder le niveau des loyers haut plutôt que louer une vitrine. Mais maintenant, ce que j'ai vu ici, moi je suis un petit peu convaincu qu'il y a d'autres solutions qui existent, comme justement entre le centre attrayant et puis je pense que il faut, de mon avis, ce qu'il faut, c'est plutôt une bonne entente avec tous les acteurs, je pense, plutôt qu'imposer quelque chose qui n'est pas accepté par tout le monde. Merci. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir là-dessus. Monsieur Wessner. Oui, merci. Je voulais juste rebondir sur la question des outils de planification. C'est vrai que, en fait, nous, on constate qu'il faut combiner plusieurs politiques sectorielles. C'est ce que vous avez bien décrit aussi à Sion, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a déjà une adéquation qu'il faut trouver entre la qualité de l'espace public et l'affectation, pour que, si on veut une activité du rez-de-chaussée très vivante, elle puisse trouver un prolongement extérieur, ou qu'elle soit en contact avec des lieux de passage. Et puis, il y a évidemment la question de la mobilité qui fait beaucoup débat, parce que c'est aussi lié, quoi. On l'a vu dans le cas de Sion, d'avoir pu enlever un petit peu de stationnement dans le centre-ville, ce qui fait évidemment toujours beaucoup de débats. Ça permet quand même de mettre quelque chose d'autre à la place, et puis de commencer à activer cette vie publique dans les espaces publics, puis ensuite
un peu par effet de boule de neige, d'arriver à activer aussi les commerces. Et nous, on a quand même une difficulté de faire comprendre cet enchaînement et ces liens qu'il y a entre ces pôles-là. Donc moi, j'aurais voulu lancer la question à ma collègue de Sion, de savoir comment vous faites pour expliquer finalement que c'est vertueux de travailler sur la mobilité, les espaces publics et l'affectation conjointement, et qu'à la fin, les commerçants ont vraiment à y gagner, quoi. Alors, tous ne le comprennent pas. Je vous assure que les commerçants de Sion sont pareils qu'ailleurs. Donc voilà, ils applaudissent pas des deux mains tous au démarrage. Au final, il faut quand même prouver, il faut quand même leur expliquer, leur réexpliquer et leur réexpliquer pourquoi c'est important. Et puis après, on a quand même une chance à Sion, c'est que malgré effectivement qu'on a un petit peu élagué les places de parc de surface, on a beaucoup de parkings souterrains qui sont très proches du centre-ville. Donc voilà, on a quand même ce levier-là à leur signaler. Et puis effectivement, ensuite, en mettant en place des conditions cadres qui sont favorables. Si on garde cette thématique du parking, on a enlevé des places de surface et ensuite on a créé un aménagement urbain qui est sympathique, qui donne envie de rester. Et à côté de ça, les parkings sont gratuits sur l'heure de midi. La première heure est gratuite n'importe quand dans la semaine. Ils sont gratuits aussi du vendredi 17h jusqu'au samedi minuit. Donc voilà, tous ces leviers-là qu'on essaye de mettre en place ensuite pour compenser, je dirais, ce qu'ils ont l'impression de perdre. Au final, voilà, certains vont camper sur leur position. On voit que avec une analyse assez rapide, par exemple, que de la place du Midi, je l'ai faite 2 années de suite et il y a 80% des commerçants qui sont très contents d'avoir la piétonisation complète de la place du Midi durant l'été. Et les 20% qui vont dire qu'on leur casse le marché puis qu'ils ont 20% de chiffre d'affaires en moins à cause de ça. Voilà, on ne peut pas changer les mentalités de tout le monde, mais par contre, par la preuve et par certaines mesures aussi à côté, on peut leur faire comprendre. Mais la communication, je le disais au tout début de ma présentation, c'est primordial. Et je pense que la plupart des gens en général, que ce soit commerçants ou autres, qui vont à l'encontre de quelque chose qu'ils ont l'impression qu'on leur impose, c'est parce qu'ils ne la comprennent pas ou on n'est pas venu leur expliquer. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la discussion. Il y a encore un petit apéritif qui vous attend juste devant pour encore continuer à discuter. Je remercie encore beaucoup nos 3 intervenants spécialistes venus des 3 coins de la Suisse romande, les services de la ville et notamment Zoé Gruet qui a beaucoup organisé pour la logistique, M. Wössner, et puis Arnaud Rivet à la technique audiovisuelle et la HEIG Vaud également pour l'organisation, et vous public en ligne ici. Merci beaucoup et toute bonne soirée. Au revoir.